Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Vous l'avez dit, un journaliste américain tué en Ukraine, France Télévisions condamné pour licenciement abusif. Et puis à quelques semaines des élections présidentielles, la chaîne parlementaire propose un zoom sur les jeunes militants. On en parlera avec le jeune réalisateur du reportage. Mais d'abord les audiences du week-end. Mais d'abord ce soir, qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. TF1 en tête avec le film Le Joker. Le thriller avec Joaquin Phoenix a été suivi par 3 670 000 téléspectateurs. C'est 19,6% de part d'audience. En deuxième place, France 3 avec la série policière Brokenwood qui a réuni 2 639 000 téléspectateurs. C'était 12,7% du public devant son écran. Et puis en troisième place, France 2 avec la comédie Il a déjà tes yeux, comédie avec Aïssa Maïga, qui a réuni 2 541 000 téléspectateurs, soit 12,2% de part d'audience. Ah, le Joker. Et comme chaque lundi, on revient sur les audiences du week-end. Qui a ri? Quelles chaînes sont arrivées en tête vendredi soir? Alors vendredi soir, France 2 était la première chaîne de la soirée avec le match de rugby qui opposait la France au Pays de Galles. La victoire de l'équipe de France dans ce tournoi destination a été suivie par 6 880 000 téléspectateurs. Un bien meilleur score que France 3, qui arrivait tout de même en deuxième place. La rediffusion du téléfilm policier Crime dans l'Hérault a attiré 3 700 000 personnes. Et puis TF1 en troisième place avec le documentaire sur les 20 ans du premier film d'Harry Potter. 2 970 000 Français ont regardé ce programme. Et samedi, qu'ont regardé les Français à la télé? Même question. Eh bien samedi, les scores étaient assez serrés. Cette fois, ce n'était pas The Voice qui était en tête, mais France 3 qui a décroché la première place avec Meurtre sur les îles du Frioul. Décidément, les meurtres, ça marche bien sur France 3. Cette fiction avec Francis Huster a réuni 4 700 000 téléspectateurs. C'était seulement 200 000 de plus que pour la suite de la saison 11 de The Voice, qui, elle, a été suivie par 4 500 000 personnes. Et puis enfin, une déception pour le prime Taratata & Co sur France 2. Le divertissement animé par Nagui et Leila Kadour Boudadi a rassemblé 1 500 000 personnes. C'est 8,9% du public devant son écran. Europe 1 Culture Média. Et on ouvre ce journal des médias avec l'Ukraine et une triste nouvelle. Un journaliste américain a été tué dans la ville d'Irpin. Il s'appelait Brent Renault. C'était un ancien collaborateur du quotidien américain le New York Times. Hier, dans la ville d'Irpin, qui se situe à la lisière nord-ouest de Kiev, ce journaliste a été tué par balle. Il circulait en voiture avec un civil ukrainien pour aller filmer un groupe de réfugiés qui quittait la ville. Un autre journaliste américain a été blessé. Il était lui aussi dans cette voiture. Alors rappelons qu'à Irpin, depuis quelques jours, de violents combats opposent les forces russes qui encerclent la capitale et l'armée ukrainienne. Et précisément, en quoi consistait le travail de ce journaliste en Ukraine? Eh bien, Brent Renault couvrait ce conflit pour le magazine américain Time et non plus le New York Times. Dans un communiqué, ce magazine a indiqué que ce documentariste était dans la région pour travailler sur un projet de Time Studio concernant la crise des réfugiés. Brent Renault avait 50 ans. Il est le premier journaliste étranger tué depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour le moment, les autorités américaines n'ont pas réagi à cet événement. Christophe Deloire, le secrétaire général de RSF Reporters sans frontières, a quant à lui demandé sur Twitter, je cite, que toute la lumière soit faite sur les circonstances de sa mort. Fin de citation. Et à propos de RSF, on va revenir sur cet événement juste après votre journal avec notre invité Patrick Chauvel, photographe, reporter de guerre. Il rentre d'Ukraine, il est en une de l'album RSF sans photo pour la liberté de la presse. Dans l'actualité également, le journaliste Olivier Dubois, détenu en otage au Mali depuis près d'1 an, serait toujours en vie. Oui, une preuve de vie de ce correspondant de Libération a été adressée à ses proches ces derniers jours. Il s'agit d'une vidéo non datée qui dure un peu plus d'1 minute. Alors nous n'avons pas eu accès à cette vidéo, mais selon Libération, Olivier Dubois semble être en bonne santé. Il s'adresse d'abord à sa famille et à ses proches pour les remercier de leur mobilisation. Et il s'adresse ensuite aux autorités françaises, je cite, « À mon gouvernement, je demande de continuer à faire son possible pour œuvrer à ma libération. Je suis conscient que mon cas est une petite chose face aux événements auxquels il doit faire face, mais hier comme aujourd'hui, je continue à garder espoir. » Fin de citation. Rappelons que ce journaliste a été enlevé le 8 avril 2021 à Gao par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Il est aujourd'hui le seul otage français dans le monde. On revient en France où France Télévisions a été condamnée pour licenciement abusif. 45 000 € d'indemnité et 100 000 € de dommages et intérêts. C'est la somme que devra verser le groupe audiovisuel au journaliste Pierre-Emmanuel Léonard pour licenciement abusif.
Alors l'affaire remonte à 2020. Dans un entretien accordé à nos confrères de l'équipe, la journaliste Clémentine Sarlat avait dénoncé le comportement sexiste de certains de ses collègues du service des sports de France Télévisions. Et suite à cet article, une enquête interne avait été ouverte et la direction du groupe France Télévisions avait licencié 3 salariés, dont Pierre-Étienne Léonard. Ce dernier avait contesté devant les prud'hommes ce licenciement qu'il qualifiait d'infondé. Il a été entendu par les prud'hommes. Quels étaient les arguments de Pierre-Étienne Léonard pour se défendre ? Alors selon ce journaliste, aucun des 56 témoignages issus de l'enquête interne ne le visait directement. Et Clémentine Sarlat, qui serait l'une de ses amies, aurait même témoigné en sa faveur. On l'a dit, le Conseil de prud'hommes de Paris lui a donc donné raison en condamnant France Télévisions pour ce licenciement qualifié d'abusif et sans cause réelle ou sérieuse. On termine ce journal avec de la politique et des jeunes plus précisément. LCP, la chaîne parlementaire, diffuse ce soir un documentaire consacré à une jeunesse militante qui s'apprête à voter pour la première fois. Ils sont 8, ils n'ont pas plus de 22 ans. Tous ont un point commun, ils défendent des valeurs qui leur sont chères à travers les candidats qu'ils soutiennent depuis le début de leur campagne. De l'extrême droite à l'extrême gauche, cette jeunesse passe son temps libre à tracter, à coller des affiches, quitte parfois à prendre des risques pour leur sécurité. Le réalisateur de ce documentaire est lui-même très jeune, Samuel El Fassi a 24 ans. Je lui ai demandé pourquoi il avait souhaité se concentrer sur cette jeunesse militante pour son premier documentaire. En fait, cette idée, elle est venue pendant la période des dernières élections régionales, donc c'était au mois de juin 2021. J'avais remarqué dans la presse qu'on s'indignait beaucoup du manque de conscience des jeunes de la politique, on s'indignait du taux d'abstention. À ce moment-là, j'ai pensé à des gens que je connaissais de près ou de loin, qui étaient en fait des jeunes personnes militantes en fait pour différents partis politiques à droite et à gauche. J'ai pensé à l'horizon des élections présidentielles qui arrivaient au mois d'avril et je me suis dit que ce qui serait en fait intéressant, ce serait de mettre l'accent, de mettre la lumière sur ces jeunes qui sont en quelque sorte un peu l'âme des campagnes, puisque c'est eux qui sont le plus actifs finalement. Ce documentaire a été réalisé avec l'aide d'autres jeunes, celle des étudiants de l'école de journalisme de Lille. Samuel El Fassi nous raconte ce qui l'a le plus marqué lors du tournage de ce film. Je pense que quand on est jeune, on a cette espèce de réflexe de vouloir changer les choses, en fait, de vouloir mettre la main à la pâte parce que voilà, on est jeune, on est plein d'énergie, on sait qu'on a encore du temps devant nous. On sait que le temps qui nous est imparti, on peut le dédier à changer les choses. S'il y a une chose qui a pu me marquer pendant ce tournage, c'est en accompagnement de cette énergie militante de chacun pour leurs objectifs et leurs idéaux. C'est aussi cette animosité qu'ils avaient un petit peu entre eux, quoi, de désigner un ennemi, de pointer du doigt le parti adverse, essayer de faire comprendre que ce serait dangereux, qu'en plus de soutenir un candidat, il faut en combattre un autre. Jeunesse militante, ce documentaire est à voir ce soir sur la chaîne parlementaire, c'est le canal 13, à partir de 20h30. Le film sera suivi d'un débat animé par Jean-Pierre Grassien. Et à noter pour ce soir, ça vient de tomber, une dernière annonce de France Télévisions. Le journal de 20h de France de ce soir sera présenté par Anne-Sophie Lapix en direct de Lviv en Ukraine. Laurent Guimier, le patron de l'info de France Télévisions, précise ce matin sur Twitter, je le cite, « L'équipe du journal et nos envoyés spéciaux ont passé 3 jours sur place pour rencontrer les autorités et la population ». Fin de citation. Merci beaucoup Héloïse Gouin.